Patrick Djossou, alors l'éphéméride de ce 28 octobre 2025, voilà, je suis pressée. Oh. Oui, 2025. Oui. Alors, le 28 octobre 2025, on a en souvenir beaucoup d'événements, des événements aux États-Unis, des événements en Europe et des événements en Afrique. On commence d'abord aux États-Unis. Le 28 octobre, ça fait des années, 1886. 26 octobre, 28 octobre, pardon. 26, ça me rappelle une date au Bénin. 28 octobre 1886, l'inauguration de la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, c'est une statue de grande taille, très grande taille, qui a été offerte par la France aux États-Unis. La statue a été inaugurée à New York. Elle représente la déesse de la liberté, une déesse qui donne droit à la liberté à ce pays qui a arraché sa liberté du Royaume-Uni. Vous savez que les États-Unis étaient, une bonne partie était sous le couvert du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de tout ce qui concerne le Royaume-Uni. Donc, 100 ans après la signature d'un décret, un décret qui constitue la Convention de liberté. Ils ont parlé de la signature de la liberté ou de l'indépendance. Quand cela a été signé, 100 ans après, la France a voulu honorer un pays ami et montrer que voilà, ce pays a pu traverser toute la frange pour avoir la liberté. Et la France a offert cette statue. Une statue qui est construite par Bartholdi et par Eiffel. Vous connaissez Eiffel. Gustave Eiffel qui a construit la tour Eiffel. Donc c'est une statue grandeur nature. Et des années après, la France elle-même a construit, les États-Unis ont envoyé une réplique de la statue à la France. Donc, statue de la liberté, le 28 octobre 1886. Ça, c'est aux États-Unis. 28 octobre. Mais ça, c'est plutôt en Europe. Oui. Le 28 octobre a été une année assez particulière à Rome, en Italie. Ça a été la marche vers Rome. Une marche organisée par Benito Mussolini, pour pouvoir réclamer une place au pouvoir. C'est-à-dire qu'il était à la tête du parti national fasciste et il voulait que les Italiens puissent être... Il dit que Rome est le centre du monde, Rome est le centre de l'Europe et du monde, et que les Italiens sont à la tête, sont au centre du monde. Donc il faut qu'il y ait une personne forte avec eux. Et il a permis, il a lancé les jeunes derrière lui et ils ont réclamé. Et le roi Victor Emmanuel III a été obligé de le nommer Premier ministre. Ça a été le départ du fascisme. Et le fascisme a fâché après. Sacré Patrick Djossou. Donc, c'était un 28 octobre 1922. D'accord. 28 octobre 1922. Donc, une marche exemplaire. Une marche vraiment exemplaire en ce sens que c'est l'une des marches ayant porté leurs fruits. Parce que les jeunes, ils étaient très nombreux à marcher vers Rome. Et on va maintenant aux États-Unis? Oui, on a bougé déjà des États-Unis. D'accord, on va plutôt en Afrique. En Afrique, d'accord. Oui. États-Unis, Europe, maintenant Afrique. Alors, 28 octobre, d'abord le 27, la nuit du 27 au 28 octobre 1971. Et c'est dans un pays qui était appelé le Congo-Kinshasa. C'était d'abord la République démocratique du Congo. Et tout le monde disait Congo-Kinshasa pour pouvoir faire la différence entre ce Congo et Congo-Brazzaville, le deuxième pays, qui partage avec lui le fleuve Congo. Et la nuit, bon, ça a commencé à la journée du 27 et ça s'est achevé le 28 octobre. Il s'appelle
Seko Kukubendu Wazabenga. Son nom, c'était Joseph Désiré. Ce jour-là, il a dit, on oublie Joseph Désiré. Donc, on garde les noms africains, les noms zaïrois, les noms qui sont locaux. Donc, maintenant, il est le maréchal Seko Kukubendu Wazabenga. Alors, il a changé le nom du pays en Zaïre. Le pays est devenu le Zaïre. Il a changé aussi la monnaie est devenue le Zaïre. Il a changé beaucoup de choses. Donc, il a eu la zaïrisation. D'accord. Oui. Et ça s'est passé en 1971. Des années après, en 1992, ce qui s'est passé, c'est que son jeune frère, non, ce n'est pas son frère, ils ne sont pas frères, mais certains ont considéré qu'il n'est pas totalement congolais, qu'il est rwandais plutôt, Laurent Désiré. L'autre s'appelait Joseph Désiré. Okay. Laurent Désiré est venu le remplacer. Donc le pays a désiré que le remplacement soit fait. Laurent Désiré a remplacé Joseph Désiré. Laurent Désiré Kabila est venu. Et à partir de ce moment, c'est en 87 plutôt, mai 87, le nom est revenu. Mai 97, pas 87, 97. Le nom de République démocratique du Congo est revenu. Donc Laurent Désiré Kabila. Mais Laurent Désiré, l'autre s'appelait Joseph Désiré. Laurent Désiré a été remplacé par Joseph Kabila. Donc, c'est une question de prénom. D'accord. Donc, voilà pour l'éphéméride Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, qui est un pays qui est totalement collé au Congo-Kinshasa. Au Congo-Brazzaville, c'est en 2024 qu'il y a eu, le 28 octobre 2024, l'année passée, qu'il y a eu un grand rassemblement de 2500 personnes pour une conférence des 3 bassins, des bassins, les bassins les plus étendus. Il y a l'Amazonie et le bassin du Congo. Donc, c'est pour ça que ça nous rappelle qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé dans ce Congo, le Congo. Très bien. Merci Patrick. Et aujourd'hui, on parle de la journée mondiale du cinéma d'animation aussi, n'est-ce oui, pas? Oui, journée mondiale du cinéma d'animation. Parce que le cinéma d'animation... il porte sa chronique. Quelle fougue! J'ai envie de dire quelle fougue, quelle énergie ce matin. Il se passe quoi, Patrick? Le cinéma d'animation, c'est un cinéma qui touche... Ça vous anime aussi? Oui, ça... Oui, c'est un cinéma qui, sa naissance, qui fait sursauter Patrick. Il y a longtemps. Mais c'est disons le premier cinéma. Et après, c'est devenu ce que nous appelons maintenant les cartoons, nous appelons maintenant les dessins animés. Oui, donc, c'est un cinéma qui est assez vieux, mais qui continue de marquer des générations et des générations. Oui. Mais on va suivre un petit élément qui parle un peu de tout cet ensemble de cinéma d'animation. On le suit, cet élément. On va y revenir, Patrick Diossou. On va poursuivre la chronique en attendant que l'élément soit bien positionné. Aujourd'hui également, le judo est à l'honneur. Oui, le judo, c'est, je dirais, la plus grande des guerres qui se font entre personnes. Enfin, quand je dis guerre, c'est un sport, c'est un art martial. Bon, maintenant, pourquoi je dis la plus grande des guerres? Le judo ne table pas simplement sur un adversaire à abattre. C'est une mentalité. Il faut pouvoir étudier l'adversaire et profiter de sa faiblesse pour pouvoir l'atteindre. C'est pour ça que je dis que c'est l'une des plus grandes guerres entre personnes. Il faut voir l'adversaire, qu'il soit gros, gras, grand, petit, mais squelettique. On le regarde et c'est par rapport à cette faiblesse qu'on peut le terrasser, l'adversaire. Un art martial qui vient du Japon, contrairement au wushu qui vient de la Chine. Alors, le judo
a permis à beaucoup de Béninois de gagner des prix. Mais nous allons suivre un élément, si l'élément est prêt, un élément qui est fait par Blaise Adampo cette année pour montrer le championnat national. Comment ce championnat est entre révélation et confirmation. On suit l'élément. Force, technique et mental d'acier. Les meilleurs judokas du Bénin se sont retrouvés sur le tatami pour la phase finale des championnats nationaux. Seniors, juniors, hommes et dames, tous animés par la même envie, décrocher l'or. Cet événement qui rassemble la grande famille du judo béninois, c'est un moment de communion, d'excellence sportive et de transmission des valeurs qui font la force de notre discipline. Chez les seniors hommes, la catégorie des moins de 60 kg à sourire à Moussa Faïsou, impérial jusqu'au bout. En moins de 66 kg, Jochu Prudence s'offre le titre, tandis que Rondé Tonjores s'impose chez les moins de 73 kg au terme d'un duel intense. En moins de 81 kg, Naïbi Abdul Ganri monte sur la plus haute marche et chez les moins de 100 kg, Hamzat Abdul s'impose avec autorité. Pour moi, c'est un défi parce que je suis champion dans la catégorie. Je viens et m'imposer en fait. Côté dames seniors, Azokli Divine brille en moins de 48 kg. Zinsou Nino domine la catégorie des moins de 63 kg. Bodrenou Rosine s'impose en moins de 70 kg. Et en plus de 78 kg, Dosso Mirabel prend l'or devant Salou Andilat. Le défi national, sincèrement parlant, ce n'est pas encore ça. On veut plus de femmes, que la fédération mobilise les femmes, les entraîne, organise des camps également pour qu'on puisse renforcer le judo féminin. Chez les juniors garçons, Charles Aziablé décroche l'or en moins de 55 kg. Roumenou Vital en moins de 60 kg et Sotondovo Modeste en moins de 66 kg. Mention spéciale à Clogan Judicaël moins de 73 kg et Yarodine Feliciano moins de 90 kg, maîtres dans leur catégorie. Chez les juniors dames, Huimi Rosine moins de 57 kg, Avi Monique Frida moins de 63 kg et Zinsou Rosine moins de 70 kg confirment leur statut de future grande championne. Au-delà des médailles, cette phase finale démontre la vitalité du judo béninois où discipline, respect et combativité forgent les champions de demain. Rendez-vous est pris pour les prochaines compétitions car sur le tatami, chaque combat est une nouvelle histoire à écrire. Voilà, le judo, un sport de stratégie, comme l'a dit Patrick Diossou. Un sport de stratégie. Oui. C'est vraiment un sport très stratégique et ça permet d'avoir, ça permet d'extraire de chacun de nous de l'énergie. D'accord. On peut avoir la forme de Mohamed Bior et combattre Ngannou. Oui, bien sûr. Pour peu qu'on ait de la stratégie, n'est-ce pas? Pour peu qu'on ait de la stratégie. C'est Patrick qui nous le dit ce matin. Alors, c'est pas maladie. C'est pas maladie, voilà. Merci Ghislaine Adimi. Alors, Patrick Diossou, on a parlé également il y a un moment de la journée mondiale du cinéma d'animation. Oui. Et on devrait suivre un élément à ce sujet. Oui. On y revient. D'accord. Je ne suis qu'une voix, mais je ne vais pas tarder à éclore dans un studio d'animation. Voici la directrice de production. Elle coordonne l'ensemble des métiers de la chaîne de fabrication qui se déroule en 3 étapes. La pré-production, la production et la post-production. Première étape, la pré-production. C'est l'étape de conception du projet. Le scénariste écrit l'histoire, la concept artiste dessine les personnages et l'environnement, et la storyboardeuse dessine les cadrages et les actions dans les plans. Deuxième étape, la production. C'est l'étape de fabrication du projet. L'industrie de l'animation 3D s'articule autour d'un pipeline géré par le département recherche et développement. Ces ingénieurs codent des logiciels qui connectent les différents métiers de la chaîne de production. Ces experts techniques font le lien entre le développement et les équipes de fabrication. Le modeleur, ici présent, interprète les designs de la pré-production en images de synthèse. Oh, ça me grossit la 3D, dites donc. Et je suis un peu figé, là. Heureusement, le département rigging crée le squelette du personnage qui sera articulé à l'aide de contrôleurs. L'animateur 3D donne vie et émotion au personnage, caméra et tout autre élément animé. Le graphiste des effets spéciaux génère les simulations, comme le feu, l'eau
la foule et même les vêtements. Le graphiste surfacing définit la texture, la matière et la couleur de chaque élément de l'image. Le graphiste lighting éclaire les scènes pour donner une dimension dramatique à l'histoire. Et le renderman fait chauffer les machines qui calculent les images. Ça va là-dedans. Troisième et dernière étape, la post-production. C'est l'étape d'assemblage final. Le graphiste compositing compile les images rendues en dosant les informations d'ombre, de lumière, de couleur, etc. Puis, le son et l'image sont assemblés par le monteur sous la direction générale de la réalisatrice. Grâce à tous ces métiers de gestionnaire, de technicien et d'artiste, me voilà enfin star de cinéma d'animation. Voilà donc l'élément tant attendu, j'allais dire, n'est-ce pas Patrick? Oui, l'élément tant qui nous attendu, replonge, qui nous replonge vraiment dans ce cinéma, le cinéma d'animation. Et toujours dans ce genre d'animation, ça nous rappelle que nous sommes parents et que nous avons des enfants qui suivent ce cinéma d'animation. Mais le parent, un métier qui est le plus fou des métiers. Ouais. Nous allons en parler, vous avez déjà introduit le sujet tout à l'heure. Et on ne naît pas parent, on le devient. Oui. Et curieusement, il n'y a aucune école qui nous apprend à être parent. Franchement, et ce livre tombe à pic, hein, Patrick Diosso. Un livre qui tombe à pic, 113 pages, 6 chapitres. Oui, il est Yemi, c'est la collection pour un ouvrage qui est produit, qui nous vient de Tata Espoir. Quand on entend Tata Espoir, ça donne toujours de l'espoir. Espoir à Bogouri, bonjour. Bonjour, monsieur Diosso. Comment vous allez? Je vais super bien. Et en tant que parent, vous allez bien? Je vais très bien. Ce métier est important. Je vois l'image en fait. Oui. Le titre même de l'ouvrage vous amène à vous projeter, on va dire, dans l'univers des parents, un univers foufou, n'est-ce pas? Un univers de fou, un univers de folie, franchement de folie. Et on ne naît vraiment pas parent, on le devient. Et en cours de route, je me suis rendu compte que c'était quand même important, à force de recevoir des parents en consultation, de les orienter. Je me suis dit, mais tiens, au lieu de tous les recevoir tout le temps, ça peut parfois être compliqué. Il faut le mettre dans un ouvrage pour rappeler en fait dans quelques lignes les préliminaires, les prérequis et rappeler aussi qu'en fait il n'y a pas d'école pour la parentalité. On tombe tous dedans en fait. C'est vrai qu'il y a des initiatives parfois isolées, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas vraiment une école pour être parent. Exactement. Et il n'y a pas en fait de processus ou de clés d'indication ou de clés. Donc on a prévu dedans des clés, que ce soit des parents débordés ou des parents qui sont quand même consacrés entièrement à leurs enfants. Ils ont désormais la possibilité en fait de lire et de comprendre le langage de leurs enfants. Parce que pour nous, c'est important que les parents comprennent que chaque enfant est unique et qu'il a son langage. Il y a des enfants qui souffrent de troubles, mais les parents pensent que en fait ils sont en retard, qu'ils sont pas intelligents, alors que c'est de petits troubles, c'est des enfants hyper intelligents. Chaque enfant a un code. Exactement. Il faut savoir décoder. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons écrit ce livre qui est préfacé de Tata Inès, Madame Inès Garoué Fassia, et l'avant-propos a été fait par le docteur Vicentia Boko. Oui, alors, oui, lorsque vous projetez ce genre d'ouvrage, vous attendez quoi comme résultat? Que les gens ne viennent plus vous consulter ou bien que... Bon, ils vont venir. Oui, tout à fait. Ils viendront, mais ils viendront plus nombreux. Et moi, je veux permettre de résoudre en fait des maux directement à domicile. Ils n'auront plus forcément besoin de moi. Parce qu'en fait, pour moi, le plus important, ce n'est pas la clientèle ou l'argent qu'on me donne. C'est le satisfecit, c'est le satisfecit que j'ai de savoir que les enfants sont vraiment mieux suivis et compris par leurs parents pour être de meilleurs leaders. Parce que quand un enfant, sa base est ratée, quand il grandit plus tard, ça devient compliqué. C'est plus possible de rattraper. Plus possible de rattraper. Mais lorsque vous prenez les enfants, est-ce que vous avez pu serrer les âges? Parce qu'il y a des enfants de très bas âge qui n'ont pas toujours les mêmes comportements que ceux qui ont atteint l'âge de puberté. Tout à l'heure, on parlait de puberté. Et ceux qui ont l'âge de puberté, est-ce qu'il y a les clés qui sont différentes d'un âge à un autre? Exactement. Et merci, monsieur Patrick. Vous faites bien d'en parler parce que là, en réalité, on a exposé les plus grandes questions que les parents se posent et on y a donné des réponses. Quand on prend par exemple les tout petits, les bébés, les nourrissons qui viennent de naître, il y a beaucoup de parents
père comme mère qui se demande, mais franchement, je suis épuisée, j'ai envie de fuir et de disparaître, mais on n'ose pas le dire parce qu'on est parfois épuisé, le calendrier change. Oui. Donc, on a mis des clés dedans, que ce soit pour les tout petits, pour les moyens, la transition, ou pour l'âge de l'adolescence, là où tout s'opère, tout le changement s'opère à l'âge de l'adolescence. Alors là, les enfants deviennent complètement différents. Le langage change encore une fois, la position change encore une fois, et le parent pense que c'est l'éducation qu'il donne au tout petit ou au petit qu'il va donner à son enfant adolescent. Là, c'est plus possible. C'est une question de conversation là maintenant. Donc, c'est une question légèrement de négociation et de conversation, tout en faisant comprendre à l'enfant. Et moi, j'ai le sentiment parfois que c'est comme de la mécanique. On a à tout moment besoin de visser quelque chose, on réajuste à mesure que le temps passe. C'est exactement ça. Si vous ne voulez pas perdre votre enfant et pouvoir être en confiance avec lui au fur et à mesure qu'il grandit, il faut trouver le juste milieu, le bon moyen de lui faire un peu de place, mais tout en étant présent pour lui, pour qu'il sache que s'il a besoin de vous, vous êtes là pour lui. Et c'est vraiment ça le plus important. Pour nous, ça, c'est une grande clé. Il y a toutes les clés dedans, les clés de base en tout cas, pour tous les âges, que ce soit les tout-petits, les jeunes, les adolescents. Oui, absolument, avec grand plaisir. Alors, ce qu'on ne vous dit pas sur le fait d'être parent, vous le découvrirez dans cet ouvrage. Oui. Absolument, il faudra le lire, chers amis téléspectateurs. Alors, on le retrouve où, cet ouvrage? Alors, déjà pour le lancement, le 30, le jeudi. D'accord. Le jeudi prochain. Au Nobila Airport, ça va se passer à 19h. Déjà, on le retrouve là. Je pourrais faire des dédicaces sur place. D'accord. Pour ceux qui voudraient la voir. Et les places sont vraiment limitées complètement. Tout est déjà fermé. Donc, on va le retrouver là. Déjà, on pourra le retrouver également à Family Zone. À Family Zone, il suffira de nous joindre, de taper notre nom pour l'avoir, c'est tout. D'accord. Okay, super. Tout a dit, Patrick Diosso. Oui, on va juste prendre le rendez-vous. Je suis sûre que c'est un événement qui intéresse tout le monde ici sur ce plateau. C'est pas Karama Terbataou, la chef d'édition de Bonjour le Bénin, qui nous dira le contraire. Ça va être un best-seller. Merci beaucoup. C'est intéressant. On va tous le lire et on viendra ici pour débriefer. Voilà. Tu me diras après, Patrick, Ghislaine Adimi, ce que tu as appris dans ce bouquin. Pareil pour toi, heureuse, Patrick Diosso. Oui, c'est sûr. J'ai lu la DER tout à l'heure. J'ai retrouvé plein de questions qu'on a toutes en tant que maman ou en tant que papa. On a tous l'habitude de se poser à tous les âges possibles. Donc, je pense que, en tout cas, surtout pour ceux qui s'apprêtent à devenir parents ou ceux qui viennent d'être parents, ils ont intérêt à avoir ce livre. Ça va beaucoup plus les guider. Nous autres, on n'a pas eu cette chance d'avoir un guide. Et on s'est lancé dedans, on a pataugé, c'est pas facile. Moi, mes enfants sont déjà à l'âge de l'adolescence, donc j'essaie d'aiguillonner, donc je me suis un peu retrouvée déjà sur une partie là, et j'ai dit, ben voilà, les vraies questions sont là. C'est pas facile, je vous le dis. Et quand Ghislaine parle, je sens tout le poids, n'est-ce pas? Ah là là, être parent, je vous assure. Pardon? C'est pas facile. Non, mais c'est sérieux, c'est vraiment pas facile, mais quel bonheur d'être parent. Ah non, quel bonheur d'être parent. C'est ce que je voulais dire pour conclure. C'est un métier fou, mais c'est le métier le plus passionnant aussi, je vous assure. Le plus passionnant, le plus plaisant, le plus... Vous connaissez un métier où vous criez, vous pleurez, et dès que vous venez, que vous ne retrouvez plus les apprenants, vous avez envie de pleurer. Il vous manque encore. Merci. Je veux partir. Merci à vous, Espoir, à Bourgorin. Vous venez là de faire une œuvre très utile. Merci. D'accord. On vous remercie pour cela. Et je suis sûre que bien de parents témoigneront de ce que ce livre, n'est-ce pas, a changé, n'est-ce pas, leur perception finalement de ce rôle si important, de ce rôle si vital. N'ayez pas peur surtout, hein, chers amis, vous qui n'êtes pas encore parents, n'ayez pas peur. C'est une aventure à vivre absolument. Je vous le souhaite.